BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous au sommaire du jour. Le Bitcoin reprend des forces depuis une semaine. On a repassé la barre des 60 000 $ ce matin. Et on est actuellement autour toujours des 60 000. 20, 25 ou 50 points de base, c'est la question du jour. De combien la Fed va-t-elle baisser ses taux ce soir? Comment réagira le marché crypto? On fera un point dans quelques instants avec Vincent Gagne qui est en ligne avec nous. Et puis toujours aux États-Unis, Trump utilise la crypto pour renforcer son image anti-système à un mois et demi de l'élection présidentielle. Ensuite, on ira en Suisse où le groupe SIX veut lancer une plateforme d'échange crypto en Europe pour concurrencer Coinbase et Binance. Décidément, tout le monde veut lancer sa plateforme. On partira ensuite en Asie, au Bhoutan, très exactement, pays d'Asie du Sud. Il détiendrait, tenez-vous bien, plus de 750 millions de dollars de Bitcoin, 2 fois plus que le Salvador. Enfin, alors qu'il bat tous les records, c'est le stablecoin Tether, le stablecoin numéro 1 au monde. Il inquiète. Un lanceur d'alerte nous dit qu'il y aurait potentiellement un désastre à venir. On en parlera dans quelques instants avec Jérémy Lubescon. Bonjour Jérémy. Bonjour Amaury. Chef de rubrique crypto Web3 à capital.fr. Et puis Nathalie Janson. Bonjour Nathalie. Bonjour. Professeur à Neoma Business School. On fera d'ailleurs un point sur le Janson Index dans quelques instants. Mais d'abord, un point technique sur le marché avec Vincent Gagne, analyste financier indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Amaury. Vincent, je le disais à l'instant, le Bitcoin est dans le vert. Ça y est, la tendance semble repartir légèrement à la hausse. Le cap symbolique des 60 000 $ a été repassé ce matin. À quoi s'attendre pour la suite? D'autant plus qu'on a une réunion de la Fed très attendue ce soir. Oui, Amaury, jour J pour la décision de politique monétaire de la Fed et le très attendu pivot qui va mettre un terme à la politique de resserrement monétaire qui avait commencé en janvier 2022. Alors, 2 points. La première question qu'on peut se poser, c'est quel impact envisager dans l'immédiat sur le cours du Bitcoin. Ça va en grande partie dépendre des paramètres du pivot, pas de la décision politique monétaire en l'état. En réalité, la Fed peut pivoter pour la bonne raison, vous le savez, la désinflation, et cela peut produire un effet ici sur les actifs risqués. Le cours du Bitcoin en fait partie. La mauvaise raison serait une Fed qui pivoterait en mode urgence pour lutter contre une dégradation de l'emploi naissante. Et là, ça pourrait produire un impact baissier sur le cours du Bitcoin. Moi, simplement, sur le plan technique, au-delà de la décision de politique monétaire ce soir et de la réaction qui sera volatile ce soir, je me répète, cher Amaury, patience. Nous sommes 150 jours après le halving. La saisonnalité statistique archi favorable pour Bitcoin arrive. Elle est proche, vers mi-octobre, novembre. C'est là où l'on attend enfin le début de ce bull run, si l'on tient compte en fait des cycles passés, 2012, 2016, 2020. Encore un peu de patience. Je pense que ce mois de septembre peut être volatile et j'attends vraiment le dépassement du record historique de Bitcoin dans le courant du mois d'octobre. Beaucoup, Vincent Gagne, analyste financier indépendant. On refera le point avec vous d'ici 15 jours et on espère qu'on sera toujours dans le vert. Bonne journée Vincent. Bon, on reste quand même, alors j'allais dire on va aux États-Unis, mais d'abord restons en France avec le Janson Index. Nathalie Janson, je rappelle, le Janson Index, c'est Nathalie est professeure à Neoma Business School et prend le pouls auprès de ses élèves et souvent il y a une corrélation avec le marché. Là Nathalie, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vos élèves parlent beaucoup de crypto en ce moment? Alors non, là c'est un petit début d'année puisque j'ai beaucoup plus d'élèves plus tard. Donc là effectivement c'est juste un petit groupe témoin. Et dans ce groupe témoin, je n'ai qu'un élève sur 30 qui s'intéresse activement aux crypto. Les autres sont curieux. Beaucoup, là, non, ça fait pas beaucoup. Ouais. Les autres sont curieux, c'est-à-dire ils sont tous en train ils posent des questions, voilà. Mais quand je leur ai demandé effectivement qui est vraiment investi et qui ou alors voudrait entrer, en fait j'ai qu'un élève qui m'a répondu, il est effectivement investi et il est jordanien. D'accord, donc aucun français. Voilà. Donc là, ils ne font pas partie des 12%. Non. Bon. Et à l'époque, juste du bull run précédent, c'était. Alors, et dans ce cours, je n'ai pas beaucoup d'élèves français, donc il faut relativiser quand même les chiffres. Mais j'avais dans les élèves français, j'en avais quand j'en ai 4-5, c'est déjà pas mal. J'en avais au moins un qui était investi. Là, j'en ai 0 sur les 4-5. Et effectivement, sur la classe, je me rappelle, dans les 2021, c'était plutôt au moins, sur 30 élèves, j'avais au moins une dizaine qui étaient dessus. Et là, alors que là, j'en ai qu'un. Bon, donc on n'est clairement pas encore en bull run. Bon, ça donne de l'espoir quelque part. Voilà. On se dit peut-être que si ça change dans les semaines à venir, ça aurait peut-être un effet sur les cours. Nathalie, on va aux États-Unis, on va faire un point sur l'élection américaine qui a lieu dans un mois et demi, le 5 novembre prochain très exactement. Je rappelle, duel entre Donald Trump et Kamala Harris. Et Donald Trump
n'arrête pas d'utiliser entre guillemets les cryptos pour draguer le plus possible les 20% d'Américains en tout cas qui en posséderaient, ce qui est assez énorme d'ailleurs au passage. Il a annoncé même lancer sa propre plateforme crypto. Mais vous nous dites aujourd'hui, Nathalie, que finalement la crypto c'est son arme anti-système entre guillemets préférée. Oui, je pense que comme Donald Trump a besoin d'exister dans l'opposition, il a trouvé, alors en 2021, il disait que la crypto c'était une arnaque, et puis sans doute que aujourd'hui il est quand même dans un combat un peu plus féroce avec son adversaire. Bon, ça a précédé puisqu'il a déjà fait ses premières déclarations avant que Biden de toute façon ne se retire en faveur de Kamala Harris. Mais il est vrai qu'il a dit cet été, il a été présent à Nashville, et donc dans la fête Bitcoin à Nashville, pour dire combien il aimait le Bitcoin. Alors, ceci étant, il devait s'en suivre des préconisations de sa part en termes de ce qu'il allait faire si jamais il arrivait au pouvoir, et là, on n'a pas vu grand-chose. Donc, c'est pour ça que c'est là-dessus que je me base pour effectivement dire que c'est quand même plus de la com qu'une vraie compréhension du système, puisque c'est un entrepreneur, enfin c'est quelqu'un qui a de l'intuition, donc il doit se dire qu'il faut qu'il aille là-dessus. C'est clair que comme le Bitcoin, c'est effectivement anti-système, on est en train de développer un système qui se passe des institutions. Donc, comme lui n'arrête pas de remettre en cause la légitimité des institutions, je ne sais pas si vous l'avez entendu sur la Banque centrale américaine, mais il s'en est quand même donné à cœur joie avec je fais aussi bien que moi aussi je pourrais prédire. Enfin, il a quand même donc ça, je pense que ça s'inscrit vraiment dans la continuité. Alors là, il veut valider qu'il est vraiment crypto puisqu'il lance cette plateforme. Plateforme dont on ne sait pas grand-chose. Non. Alors c'est apparemment effectivement de la finance décentralisée. Il y aurait des tokens, mais les tokens qui seraient pour le moment surtout émis par les fondateurs, et ce serait plus ou moins des stablecoins. De ce qu'on en a compris pour l'instant, c'est que c'est pas une plateforme vraiment pour investir et trouver le prochain Bitcoin entre guillemets. C'est plus une plateforme pour soit emprunter de l'argent de manière décentralisée pour bypasser entre guillemets les banques, les institutions financières traditionnelles, ou alors prêter de l'argent et avoir pour être. Donc là, effectivement, on retrouve sa volonté de s'opposer au système. Bon, les banques vous étranglent, vous petites gens, on a une solution pour vous. C'est la solution. Donc je pense qu'on en est là, et peut-être qu'il va continuer, mais on sent bien que c'est un positionnement. Alors là, il ancre son positionnement, puisque à défaut d'avoir donné des mesures très claires de comment il recommanderait, quelle réglementation il recommanderait ou comment il approcherait le problème, eh bien, il montre qu'il est vraiment déterminé puisqu'il crée cette plateforme de finances décentralisée. Bon, avant de refermer ce sujet, Jérémy, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur tout ce feuilleton entre l'élection américaine et la crypto? Vous connaissez mon avis sur Donald Trump et son nouveau tropisme crypto. Je suis d'accord, je suis content que Nathalie évoque finalement plutôt l'opportunisme du 45e président américain, puisque c'est vraiment de l'opportunisme. Et là, comme en effet, il n'a toujours pas grand-chose à dire sur les crypto-monnaies en général, sur la technologie en général. Il a bafouillé des verbiages où il confond intelligence artificielle et crypto-monnaie, donc c'est quand même très flou. Mais on voit que c'est un peu pareil dans le camp d'en face aussi, que finalement, pas autant, mais ils s'y mettent aussi. Ah non, mais ils s'y mettent. Mais en revanche, il y a une connaissance de la technologie qui est finalement beaucoup plus discrète, parce que Kamala Harris, pour le moment, n'en parle pas. Mais en revanche, il s'avère qu'elle est californienne, elle connaît bien la Silicon Valley, et que normalement, elle a quand même un bagage technologique qui est un peu plus complet que Donald Trump. On verra ensuite en pratique. Après, ce que fait Donald Trump, électoralement, ça reste relativement intelligent, puisqu'en effet, la part de consommateurs américains qui détiennent de la crypto-monnaie est toujours en hausse. Donc, il parle forcément à certains publics. Après, en revanche, en effet, c'est de l'opportunisme. Pour en revenir à sa plateforme, il s'appuie sur une technologie, une infrastructure qui existe déjà, qui sera celle de AAV, qui est en effet une technologie, un protocole qui est un protocole de crédit décentralisé. Donc, il n'invente rien, il ne réinvente rien, et moi je me méfierais en tout cas de. Il centralise quelque chose de décentralisé. Voilà, ça va passer par une centralisée. L'infrastructure existe déjà. Tout à fait, parce qu'en fait c'est relativement centralisé. Donc voilà. Bon, en parlant de stablecoin d'ailleurs, on parle de Tether tout de suite. Jérémy, Tether ou Tether, je sais jamais comment. Moi je dis toujours Tether pour simplifier. Je vois que sur votre plateau parfois on dit Tether. Je ne sais pas, allons-y, mais disons Tether. Faites comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, donc premier stablecoin au monde. Et d'ailleurs, il bat tous les records, vous allez nous le dire. Et il y a quand même quelqu'un qui s'inquiète beaucoup
qui pensent que c'est la fin. En fait, il y a toujours eu des inquiétudes autour de ce cas-là, du cas Tether. Pour le rappeler, pour les téléspectateurs qui le découvriraient, c'est en effet le principal aujourd'hui émetteur de stablecoin au monde. Un stablecoin, qu'est-ce que c'est ? C'est un cryptoactif qui est indexé sur le cours d'une devise. Donc généralement le dollar, parce que c'est le dollar qui représente 99% là, en du l'occurrence, marché. le dollar. Voilà, le dollar, l'USDT. Mais il y a des cas de stablecoin adossé à l'euro. En France, il y a notamment Société Générale qui émet son propre stablecoin adossé à l'euro. Enfin bref, ainsi de suite. L'USDT aujourd'hui pèse pour 120 milliards de dollars à peu près sur le marché des cryptoactifs. C'est le troisième cryptoactif en termes de capitalisation après Bitcoin et l'Ethereum. Et c'est loin devant Circle, celui de Circle qui est l'USDC, qui pèse pour 35 milliards de dollars. C'est pas mal, mais c'est quand même bien derrière, c'est 4 fois moins que Tether. Alors même qu'on pensait que Circle parviendrait, grâce notamment à sa mise en conformité par rapport aux réglementations américaines et européennes, gratter quelque part de marché. En fait, il s'avère que c'est pas du tout le cas. Tether continue de développer et de grappiller encore des parts de marché, de les accroître, et c'est quand même relativement impressionnant. C'est une des entreprises qui est les plus rentables au monde. Tether était plus rentable que BlackRock au premier semestre de l'année 2024, de cette année, avec 5 milliards de dollars, 5,2 milliards de dollars de bénéfices engrangés. Donc c'est relativement important. On va quand même dire que c'est pas seulement lié à l'activité des stablecoins. Maintenant, il y a plusieurs divisions au sein de Tether. Ils se diversifient beaucoup. Voilà. Il y a du minage. Ouais. Ils viennent d'acheter, en tout cas, 10% d'une firme d'agriculture. D'agriculture. Donc voilà, ça devient un petit peu un monolithe. Et forcément, ça inquiète. Il y avait déjà des inquiétudes sur l'opacité qu'il y avait Tether, parce que la promesse de Tether, c'est que les coins, les stablecoins qu'ils émettent, ils sont émis parce que on leur donne du dollar en échange. Donc normalement, c'est ce stablecoin, pour un stablecoin, doit exister $1. Voilà, 1 pour 1. En pratique, c'est le cas en théorie. En pratique, on le sait toujours pas, parce que il y a en fait très peu d'audits indépendants. Il n'y a pas d'audit indépendant de la firme de Tether, qui avait promis de le faire depuis 2017. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et forcément, ça inquiète maintenant carrément un groupe de consommateurs, l'équivalent américain de l'UFC, ou de 60 millions de consommateurs, pardon, qui s'inquiètent tout simplement de cette opacité de Tether, et qui rappellent plusieurs cas, et notamment quelques suspicions de blanchiment d'argent, de contribution notamment à financer le crime, et de nombreux délits pour lesquels Tether n'a jamais été encore véritablement inquiété par la justice américaine. Tout en soulignant que ça présente un risque systémique pour les consommateurs américains. Bon, on pourrait le dire aussi pour les utilisateurs crypto du monde entier si Tether venait à s'écrouler, même si au regard de leur finance, ça serait très problématique, puisqu'on le rappelle, si d'ailleurs il était plus possible demain d'échanger ces USDT contre un autre cryptoactif ou contre même un autre stablecoin, ça serait très problématique pour beaucoup de clients et d'utilisateurs crypto. Moi, j'ai pas d'avis à ce sujet, si ce n'est qu'en effet, Tether est opaque. Moi, j'avais interviewé, comme d'autres médias français, mais pour Capital, Paolo Arduano, qui est le directeur technique de Tether, et le PDG de Bitfinex, qui est une plateforme d'échange qui est très proche de Tether. Et il s'avère que même s'ils prônent les meilleures intentions du monde, en tous les cas, en termes de transparence, c'est pas forcément une référence en la matière. Référence. Bon, en tout cas, c'est une troisième crypto la plus capitalisée du marché, donc c'est quand même assez impressionnant. Avant qu'on passe à la Suisse, Nathalie, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ou pas? Moi, j'ai un petit faible pour Tether, parce que c'est le petit faible, carrément. Oui, parce qu'il est né en premier, c'est celui qui a pris le risque, et je trouve que même si, je veux dire, il a vu l'opportunité. Au début, c'était pas facile, parce que son modèle économique était peu rentable, parce qu'on était à taux zéro à l'époque. Donc forcément, il détenait. Fallait qu'il ait la parité 1-1, mais avec. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont tout de suite placé, parce qu'il fallait quand même qu'ils essayent d'avoir un petit peu de rendement. Et c'était un pari un peu osé, ce qu'il a fait. En même temps, il y avait une opportunité de marché, et je trouve qu'il est très entrepreneurial dans sa démarche. Bon, maintenant, effectivement, je pense que maintenant c'est un peu sa marque de fabrique, c'est-à-dire moi je suis celui qui voudra pas me faire de la compliance avec ce que vous voulez. Donc moi je reste, de toute façon j'ai du succès, ça marche, mes réserves je les gère, je vous les affiche, vous voulez pas le croire, tiens qu'à vous. De toute façon les banques est-ce qu'elles ont vraiment les réserves qu'on détienne? C'est souvent ce que je fais comme réponse. Non, c'est pareil. Je veux dire, après effectivement il y a des audits, mais entre l'audit et ce qu'il y a, je vais pas vous refaire l'histoire de plein de. C'est vrai qu'il oppose toujours les réserves fractionnées des banques. Exactement. Donc je trouve que c'est le vilain petit canard, moi, qui me plaît beaucoup, parce qu'il est un peu, C'est un des plus gros détenteurs des bons du Trésor américain. C'est un gros détenteur de bons. Alors même si là, il s'en est quand même séparé, parce qu'il a acheté de l'or plus qu'avant.
d'ailleurs. Il a bien, effectivement, changé la composition. Donc on la voit changer la composition de ses réserves quand même, on le voit ça. Mais effectivement, après, il y a toujours la question, moi, je trouve que c'est un gentil impertinent. Mais effectivement, il est mal évalué. Il y a ceux qui font du rating de stablecoin, le rate mal à cause de cette peu d'envie de coopérer. Voilà, Nathalie Janson a un faible pour Tether. Mais bon, diversifier quand même au maximum parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On part en Suisse désormais, Nathalie, avec le groupe Six qui, rien que ça, veut créer une plateforme crypto, encore une, mais pour concurrencer pas n'importe qui, tout simplement les deux numéros 1, Binance et Coinbase en Europe. Oui, alors c'est intéressant comme sortie de bois, je trouve, sortie du bois un peu. Il n'y a pas forcément d'intuition par rapport à un tel projet. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'effectivement, comme on l'avait intuitivement compris à l'issue de l'hiver crypto, c'est que les groupes centralisés qui ont une forte réputation, eh bien, vont pouvoir peut-être tirer parti de cette réputation pour une activité qui a été entachée par d'autres entre-temps. Et là, c'est en fait un peu un cas typique, puisque la Suisse, comme c'est un pays qui s'est positionné très tôt sur la crypto, qui a légiféré dessus aussi, on a un classement très clair des actifs crypto, voilà, donc ils se sont positionnés assez tôt. Donc ils se disent, nous, on n'a pas d'incertitude réglementaire, on n'est pas dans une transition, contrairement à l'Europe, parce que l'Europe aussi a une réglementation, mais elle n'est pas encore tout à fait aboutie, finalisée. Eux, ça fait déjà plusieurs années que c'est fait. Donc ils se disent, on va profiter de ça, plus notre réputation, pour lancer cette plateforme crypto. Il se trouve qu'ils perçoivent la demande future, c'est-à-dire que par rapport aux évolutions cette année avec les BlackRock qui arrivent avec les ETF, ils se disent, dans le futur, on va quand même avoir quelque chose qui va monter. Donc, plutôt que de laisser Coinbase et Binance, Binance avec quelques problèmes de réputation, mais qui se sont résolus, mais Coinbase qui est vraiment l'acteur historique, ils se disent, pourquoi pas nous ? Après tout, on a quelque chose... La vague, exactement. Voilà. On surfe la vague, et si jamais ça prend, effectivement, on pourra récolter des fruits. Il ne la propose qu'à des institutionnels. Donc là, on voit bien que c'est en rapport avec les ETF, tout simplement. Ils se disent, on a les ETF qui marchent aux États-Unis. Peut-être un jour, ils débarqueront effectivement en Suisse également. D'ailleurs, je crois qu'ils n'en ont pas, puisque sinon, sans doute qu'ils l'auraient cité. Mais ils se disent, voilà, il y a quelque chose à prendre. Et nous, on est les interlocuteurs des institutionnels, parce qu'en fait, ce groupe bancaire est détenu par... ce groupe financier est détenu par des banques, par 120 banques au total. Et donc, ils offrent un service supplémentaire. Et ils se disent qu'effectivement, ils ont des choses à gagner, parce qu'aux États-Unis, il y a par exemple le Chicago Board qui a fermé, lui, la plateforme crypto Spot, Bitcoin Spot, et par contre, il y a celui qui est plutôt sur les dérivatifs, qui lui, au contraire, qui l'a ouvert. Donc, il se positionne, il se dit, aux États-Unis, comme on a quand même de l'incertitude réglementaire, parce que le problème n'est pas réglé, et il ne va pas être réglé avant les élections. Donc il se dit, pourquoi pas maintenant, au niveau européen, c'est effectivement une idée. Encore une fois, c'est une bonne il saisit une opportunité entre guillemets, qui est en train potentiellement d'être saisie par ce groupe suisse. On part en Asie pour finir, voilà, au Bhoutan. Un autre pays. Voilà, un autre pays loin de chez nous, mais qui détiendrait 2 fois plus de Bitcoin, Jérémy, que le Salvador. C'est assez incroyable, donc plus de 750 millions de dollars, selon Akram, donc qui est Arkham Intelligence, qui est une firme d'analyse blockchain, pas de problème, qui est une firme d'analyse blockchain, voilà, qui est vraiment sur les données on-chain, c'est-à-dire les données que la blockchain, la transparence de la blockchain permet d'analyser. Et en effet, cette firme fait souvent des rapports sur les détentions de crypto-monnaies, de crypto-actifs, et notamment de Bitcoin, de diverses entités, qu'elles soient privées ou publiques ou gouvernementales. Et on était au courant que le Bhoutan s'engageait dans le secteur des cryptoactifs depuis maintenant plusieurs mois, grâce à un article pour le coup, c'est pas Capital, mais de nos confrères de Forbes à États-Unis, qui en effet ont à 2 reprises fait des sujets sur des opérations de minage au Bhoutan et sur l'existence d'un fonds souverain qui ferait également des investissements et même des achats sur le marché. Et en effet, on a appris via la firme Arkham que cette détention, cette
trésorerie de Bitcoin atteindrait, on arrive presque même à 800 millions de dollars, c'est 790 millions de dollars. Donc c'est en fait la cinquième, on peut lire la quatrième, mais c'est en fait la cinquième nation en termes de trésorerie Bitcoin, la quatrième étant l'Ukraine, la première étant les États-Unis, la deuxième la Chine et le troisième le Royaume-Uni. Voilà, donc c'est 2/3 du PIB du Bhoutan. Pourquoi le Bhoutan finalement? Pourquoi le Bhoutan est top 5? Comment l'expliquer? Comme on l'a dit, 2/3 du PIB, donc c'est quand même un pays qui est quand même pauvre en développement, le Bhoutan, mais qui bénéficie quand même aussi de ressources naturelles, notamment en eau et des centrales hydrauliques. Donc c'est ce qui leur permet aussi de miner du Bitcoin à moindre coût. Il s'avère qu'ils ont également des partenariats aujourd'hui, notamment avec une firme de Singapour qui s'appelle Bitdeer, qui est une firme de minage qui s'est engagée avec le Bhoutan justement pour bénéficier de cette électricité à bas coût. Donc ça permet aussi au Bhoutan de retirer des revenus, donc tout simplement de ces opérations de minage, de la revente d'électricité et parfois même de la vente de Bitcoin sur le marché, ce qui leur a permis notamment, ça c'était un média local qui l'avait relayé à la fin de l'année 2023, d'augmenter de 50% le salaire des fonctionnaires, donc c'est pas rien. Donc voilà, c'est une stratégie qui finalement est à peu près similaire à celle du Salvador, qui va présenter d'ailleurs pour l'année 2025 un budget sans dette, alors pas seulement à cause du Bitcoin, hein, mais ça y contribue. Donc c'est la preuve qu'en tout cas de plus en plus de pays en développement qui sont un petit peu hors carte ou à la marge, adoptent cette stratégie pour tout simplement pour se développer. Ce serait intéressant de voir, bon il nous reste quelques secondes, mais ce serait intéressant de voir dans quelques mois, si bull run il y a, si le Janson Index évolue, comment ces pays finalement vont se comporter face à la hausse du Bitcoin. Ils vont être perçus aussi par les autres qui les prenaient peut-être pas forcément au sérieux. C'est intéressant ça. C'est je pense que là, moi ce qui m'a beaucoup intéressé, j'ai trouvé cette année, c'est vraiment le changement du rôle du minage en fait dans toute l'activité. En fait, on voit que le minage qu'on pensait que les mineurs c'était terminé, enfin que ça allait être une activité très difficile au fur et à mesure des différents halvings. En fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout compris. Et ça, heureusement d'ailleurs, c'est toujours la beauté je pense de l'innovation et du fait que on expérimente. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire grâce au minage. Et je pense que l'année vraiment 2024 a été la découverte de la multiplicité des utilisations du minage. Donc pour avoir de l'électricité, du coup pour faire rentrer des rentes dans des pays où on n'aurait jamais imaginé. Donc je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement ça vient dans des sujets sur lesquels on n'attendait pas du tout le minage sur ces sujets-là et c'est très intéressant. On continuera à suivre tout ça évidemment dans cette émission. Merci beaucoup Nathalie Janson, professeure à Neoma Business. Merci Amaury. Merci beaucoup Jérémy Lebesco, chef de rubrique crypto et 3 à capital.fr et puis à Vincent Gann aussi, analyste financier indépendant qui était avec nous en début d'émission. Merci beaucoup, rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.